C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les conséquences de la guerre au Soudan sur le Tchad. Depuis le déclenchement du conflit il y a plus de 2 mois, les réfugiés soudanais affluent vers la frontière tchadienne. Les risques sécuritaires sont énormes. On en parle dès le début de ce journal avec notre correspondant à N'Djamena, Mamadou Djitembe. Il est avec nous sur ce plateau ce soir. Ces tensions en Sierra Leone, à 4 jours de l'élection présidentielle, des centaines de partisans du candidat de l'opposition ont manifesté pour demander le départ du patron de la CENI, accusé d'être un proche du président sortant Julius Maada Bio. Et puis ce scandale à Madagascar, la divulgation de documents qui ont révélé que le président malgache a la nationalité française depuis 2014. Il aurait dû, conformément à la loi, perdre sa nationalité malgache. C'est l'imbroglio juridique sur l'île. On en parle avec notre correspondante Gaëlle Borgia. Elle est avec nous ce soir sur ce plateau. On vous parle ce soir de la situation à la frontière entre le Tchad et le Soudan. Depuis plus de 2 mois, le Soudan est ravagé par une guerre. Les Soudanais tentent tant bien que mal de fuir vers les pays voisins, ce qui n'est pas sans conséquences. Et l'inquiétude a gagné le Tchad. On en parle tout de suite avec notre correspondant Mamadou Djitembe. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, tout d'abord, vous êtes rendu à la frontière, dans la ville de Kouffroun, à la frontière avec le Soudan. Quelle est la situation? Qu'avez-vous vu sur place? Merci Myriam. Alors la situation, après on va parler, elle est critique. Il faut le dire. Ce qu'on a vu, c'est quelque chose de très très critique dans le sens où les populations qui traversent la frontière tchado-soudanaise pour venir trouver un refuge au Tchad sont dans un état précaire et une désolation qui est innommable. On voit les conséquences directes d'une guerre sur ce que peut faire sur les vies des gens. On voit que les vies sont détruites. Et la majorité de ces réfugiés qui entrent au Tchad sont constitués des femmes et des enfants. Les hommes sont peut-être restés garder tout ce qu'ils ont, les biens, les autres. Et c'est les femmes. Donc ils sont dans un état de détresse terrible. C'est un afflux, mais énorme et qui ne s'arrête pas. Combien de réfugiés? Alors le Tchad accueille plus de 600 000 réfugiés, dont 400 000 sont soudanais. En 2 mois et demi. Oui, et 135 000 sont rentrés depuis le 15 avril. Par jour, selon les chiffres que l'UNHCR nous donne, c'est à peu près 5 à 6 000 personnes qui traversent. Et si vous faites toute la région, vous voyez des nuées de personnes qui marchent de la frontière jusqu'à vers la ville d'Adré, qui est la ville la plus proche. Et la ville est mais débordée. On se voit, les hôpitaux sont remplis, les écoles, les édifices publics sont pris d'assaut parce qu'il n'y a pas d'endroit pour se loger. Donc on sent vraiment un état de... Et la situation risque de s'empirer parce qu'il y a la saison des pluies qui arrive. Absolument. Et donc vous voyez, c'est une zone, bon, disons, pas très boisée, il n'y a pas d'abri, les gens sont abandonnés comme ça à l'air libre, donc ils essaient de faire au mieux. Et donc la saison de pluie arrive, il risque d'avoir d'autres problèmes parce que les gens ne pourront pas s'abriter. Et déjà, la zone va être coupée parce que problème de logistique, les routes, ce n'est pas des routes bitumées ou autres, donc ça va être très difficile, donc la crise risque de s'aggraver. Il y a aussi un impact environnemental parce que les gens essaient de couper les arbres, le peu qu'il y a pour se construire un abri de fortune et autres. Il y a l'impact social parce qu'ils viennent dans des populations qui elles-mêmes sont dans une situation précaire et qu'ils accueillent un tel nombre d'autres, ça a des conséquences. Et donc le risque vraiment de débordement est énorme. Et ça, c'est le risque humanitaire, mais il y a aussi une inquiétude du côté des autorités tchadiennes. Absolument, ça c'est l'aspect sécuritaire. Vous savez, c'est une guerre à nos portes. Cette guerre a des conséquences. On sait que dans la zone d'Al Djenena, qui est à côté de la frontière, des casernes ont été pillées, donc des armes circulent. Et rien que la semaine dernière, des tirs ont été entendus dans la frontière et des gens sont morts. Mahamat Déby s'est déplacé, le président. Oui, d'ailleurs, oui, le président s'est déplacé la semaine dernière pour constater de visu la situation. La situation est tellement grave qu'il est parti tâter du doigt lui-même. Donc, l'armée qui est déployée à nos frontières, vous vous souviendrez que le Tchad a très tôt fermé ses frontières pour question de sécurité et après filtré parce que le genre humanitaire était tel qu'ils ne pouvaient pas laisser les gens mourir. Donc, ils ont fait un couloir humanitaire pour faire passer les gens. Ça, il y a le risque que les gens traversent les frontières avec des armes. Quels sont les risques, justement, Mamadou? Alors, les risques, c'est que c'est des hommes en armes qui peuvent rentrer et causer des dégâts autour. Le brigandage et qui sait d'autres, bien de choses. Et vous savez, le Tchad et le Soudan, c'est les mêmes peuples frontaliers des deux côtés. Et ceux qui s'affrontent ont des liens avec le Tchad, vice-versa. Donc, les risques sont vraiment réels. On ne sait pas ce qui va se passer. Vous vous souviendrez qu'en Libye, c'est des retournés qui sont allés au Mali, par exemple,
aux autres pays frontaliers pour causer un désordre sécuritaire. Et ce risque-là est pendant pour le Tchad. Donc il est plus que criard, je dirais, et que la communauté internationale s'intéresse. Parce que si le Tchad tombe, d'autres Absolument. pays vont suivre. Absolument. Ça se dit tout le temps, le Tchad reste le verrou, c'est pas que des mots. Sincèrement dit, si vous allez sur le terrain, vous constatez la situation, il y a un danger. Il y a un véritable danger que toute la région soit déstabilisée. Merci beaucoup Mamadou Djitembe, notre correspondant à N'Djamena. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous parler de la situation à la frontière entre le Soudan et le Tchad. Merci pour votre décryptage. Une quarantaine de pages pour expliquer ce qui s'est passé début juin lors des violences meurtrières au Sénégal. Le PASTEF, le parti de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, a livré sa version des violences dans un mémorandum publié mardi à Dakar. Une réponse au livre blanc publié par le gouvernement sur ces émeutes. La correspondance à Dakar d'Eliman Dao. Le mémorandum de 36 pages signé Ousmane Sonko est, selon l'auteur, je cite, un récit documenté qui apporte une réponse aux allégations non documentées du gouvernement du Sénégal, me présentant comme étant le responsable des événements tragiques qui se sont récemment produits au Sénégal. Le document intitulé Lumière veut, selon le parti PASTEF, les patriotes, apporter des éclairages sur les événements qui se sont produits avant, pendant et après la décision de justice de ce 1er juin 2023 à l'origine des émeutes. Et selon le mémorandum, 30 personnes ont été tuées dans ces émeutes, dont 4 corps non identifiés. Je vous propose d'écouter Biram Souley Diop du parti PASTEF Les Patriotes. Plus de 80% de ces victimes-là ont été tuées par balle. Voilà les constatations que nous avons faites. Et il y a 157 blessés, dont 15 l'ont été par balle. J'accuse le gouvernement du Sénégal d'avoir été l'auteur de ripostes disproportionnées. Il y a une semaine, le Premier ministre du Sénégal, Amadou Ba, face à la presse, avait estimé que ces manifestations violentes de ce début du mois de juin étaient une attaque contre l'État du Sénégal. Il annonce l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ces émeutes sans pour autant donner plus de détails sur quand les résultats de ces enquêtes seront rendus publics. Cette manifestation durement réprimée à 4 jours de la présidentielle en Sierra Leone, des centaines de partisans du principal parti d'opposition ont manifesté pour exiger le départ du président de la CENI, accusé de favoriser le président sortant Julius Maada Bio. Laurent Verstecher. Armés de kalachnikov, de lanceurs LBD et même de fusils de précision, les forces de sécurité font parler les armes pour disperser la foule réunis devant le QG de l'opposition à Freetown. Une centaine d'opposants étaient venus demander la démission de la commission électorale à quelques jours du scrutin présidentiel. Nous sommes venus car nous voulons des élections libres et crédibles. C'est tout ce qu'on demande. On n'a pas de problème avec le gouvernement. Les manifestants répondaient à l'appel du chef de l'opposition, Samura Kamara, qui accuse la commission électorale d'être favorable au pouvoir. La semaine dernière, il avait demandé qu'elle soit remplacée par une équipe internationale d'experts indépendants, une demande rejetée par la commission qui nie tout rapprochement avec le parti du président Julius Maada Bio, censé briguer un second mandat ce samedi. Quelques jours avant l'échéance, ce dernier lançait un ultime appel au calme. Ceci est un message à tous les citoyens. Nous voulons des élections pacifiques, pas de violence. Prenez votre carte électorale et allez voter. Perçu comme le favori, Julius Maada Bio a su séduire l'électorat avec ses politiques progressistes, favorisant notamment l'éducation et la représentation des femmes. Mais cet ancien putschiste est également critiqué sur son bilan en matière de droits humains. On lui reproche un recours quasi systématique à la violence pour faire taire l'opposition. On part à présent en République démocratique du Congo où les ennuis judiciaires ne sont pas terminés pour l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon. Il est soupçonné d'être impliqué dans une affaire de détournement de fonds. Le procureur général a saisi à nouveau le bureau du Sénat pour solliciter l'autorisation d'instruction judiciaire contre le sénateur. Matata Ponyo dénonce, lui, un acharnement politique. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula.
L'ancien Premier ministre fulmine et multiplie les déclarations. Matata Ponyo est mise en cause dans l'affaire du parc agro-industriel Bukanga Lonzo, un projet où l'on parle d'un détournement de plus de 200 millions de dollars. La Cour constitutionnelle à l'époque avait refusé d'engager des poursuites judiciaires contre lui, mais l'affaire est de nouveau renvoyée devant la Cour. Hier, le bureau du Sénat a affirmé que depuis juillet 2021, Matata Ponyo est à la disposition de la justice et qu'il n'a jamais recouvré son immunité parlementaire. Matata Ponyo parle d'un acharnement politique. Le dossier est vide. Le dossier n'est pas judiciaire, le dossier est politique. La hantise aujourd'hui, c'est de savoir comment on va éliminer M. Matata de la course présidentielle. Les deux institutions, la justice, le Sénat, sont instrumentalisées pour m'éliminer de la course présidentielle en faveur du candidat au pouvoir, le président Tshisekedi. Du côté de la majorité, une source nous explique que Matata Ponyo se serait déclaré candidat pour éviter d'affronter la justice. Alors ici à Kinshasa, à 6 mois de l'élection présidentielle, l'opposition ne cesse de dénoncer un processus électoral biaisé et qui manque de transparence. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, avait affirmé que l'opposition s'était engagée, je cite, dans une mission de discrédit du processus électoral. À Madagascar, des documents divulgués sur les réseaux sociaux et aux journalistes il y a une semaine révèlent que le président Andy Razouel a la nationalité française depuis 2014. Une révélation qui fait scandale car selon le code de nationalité malgache, si un malgache adulte acquiert volontairement une autre nationalité, il perd de facto la nationalité malgache. Madagascar se retrouve donc en plein imbroglio juridique, une situation qui embarrasse les autorités à quelques mois de la présidentielle. Pour en parler, nous recevons notre correspondante à Madagascar qui est avec nous sur ce plateau, Gaëlle Borgia. Gaëlle, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, cette révélation a fait l'effet d'une bombe. Pourquoi cette double nationalité fait autant polémique ? Oui, alors effectivement, c'est une révélation qui a fait le buzz à Madagascar pour plusieurs raisons. Donc d'abord, c'est une rumeur qui courait depuis longtemps. Nous, journalistes, on avait été informés de ça depuis plusieurs années. Ça circulait dans le milieu diplomatique, mais ça a été révélé au grand public donc récemment. Si ça a fait autant polémique, c'est parce qu'en fait, ça met au jour un double discours finalement du président malgache et de son gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement a une posture depuis plusieurs années, une posture ultranationaliste, une posture patriote. Parfois hostile envers la France, il faut le dire. Ça peut être pour des raisons légitimes. Je prends l'exemple des îles Éparses. Donc, un des chevaux de bataille d'Andy Razouel, c'était de récupérer les îles Éparses. Alors, les îles Éparses, c'est un archipel qui se trouve au large du canal de Mozambique, donc entre le continent africain et Madagascar, et qui est aujourd'hui officiellement français, qui est contrôlé par la France. Sauf que Madagascar réclame ces îles, réclame la souveraineté sur ces îles. C'est un conflit donc territorial entre la France et Madagascar, qui a donné lieu à des résolutions des Nations Unies qui demandent la rétrocession de ces îles envers Madagascar. Donc on a là un président qui se présente comme un militant nationaliste, qui demande la restitution de ces îles Éparses et qui en fait en coulisses finalement demande la nationalité de l'ancienne puissance colonisatrice. Donc c'est ce double discours, c'est cette hypocrisie qui est aujourd'hui dénoncée. Alors, quelles sont les réactions à Madagascar, justement ? Alors, les réactions, évidemment, c'est un déferlement sur les réseaux sociaux, beaucoup de caricatures, de moqueries envers le président. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout les réactions du pouvoir en place, c'est-à-dire les justifications qui sont avancées pour justifier finalement cette double nationalité. Alors, on a, par exemple, la directrice du cabinet du président qui nous explique que Monsieur Razouel est devenu français par filiation parce qu'il aurait un arrière-grand-père français. Ce qui est faux parce qu'en fait il a été naturalisé. Il n'est pas devenu français par filiation. On a aussi la porte-parole du gouvernement qui nous explique que
Andradouel ne perd pas sa nationalité malgache en vertu de l'article 45 du Code de nationalité, alors que cet article ne concerne pas du tout le président. C'est un article qui mentionne un malgache mineur ou majeur qui aurait la nationalité, une nationalité étrangère volontairement ou non, et ce malgache-là demanderait la perte de sa nationalité malgache au gouvernement, ce qui n'est pas du tout le cas de Andradouel. Donc il n'est pas du tout concerné par cet article 45 du Code de la nationalité. Donc on a en fait des justifications assez hasardeuses et ce qui finalement est le plus intéressant, c'est la justification d'Andradouel lui-même, qui en fait est sur un autre registre, c'est-à-dire pas le registre, l'argumentaire finalement juridique, mais il est plutôt sur le côté affectif, le côté... si vous voulez, l'amour, en fait, lui, il invoque un peu l'amour de la patrie qui brûle dans son cœur. Il évoque, en fait, le sang malgache qui coule dans ses veines. Donc, lui, il est plutôt sur le registre d'appartenance plutôt que sur l'argumentaire juridique. Alors, est-ce qu'il risque de perdre sa nationalité malgache comme le prévoit l'article 42 du Code de nationalité ? Alors, si on s'en tient stricto sensu à l'article 42 du Code de nationalité malgache, il perd sa nationalité malgache. Se pose maintenant la question de la mise en œuvre de cet article. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, je ne crois pas qu'il ait été appliqué. Pour d'autres binationaux, il y a des dizaines de milliers de malgaches qui ont été naturalisés à l'âge adulte et qui n'ont pas perdu leur nationalité malgache. Donc aujourd'hui, c'est un débat juridique assez complexe qui me dépasse un peu, je dois vous dire. Donc c'est difficile de trancher. Aujourd'hui, le président a l'immunité. Donc est-ce que c'est possible qu'un procureur constate la perte de sa nationalité malgache et qu'il ne puisse pas se présenter? C'est difficile. Présenter à l'élection présidentielle, par exemple, c'est très difficile à dire. On suivra ça, bien évidemment. Comment a-t-il obtenu cette nationalité? Dans quel contexte? Alors ça, c'est une question très importante parce que, en fait, il a été naturalisé dans des conditions un peu d'exception. Il n'a pas suivi les procédures standards légales. Cette obtention de naturalisation s'est faite dans le cadre d'une tractation, donc à l'époque du régime de transition. La communauté internationale, à l'époque, exigeait le retrait des protagonistes de la crise, à savoir le président sortant, enfin le président déchu, Marc Ravaloman, et l'auteur du putsch, l'auteur du coup d'État, Andradouel. Donc ces deux protagonistes devaient être écartés du processus électoral de 2013. Et donc pour convaincre finalement Andradouel de ne pas participer à ce processus électoral, il y a eu des tractations diplomatiques et dans le cadre de ces négociations, Andradouel a demandé à avoir la nationalité française, entre autres. Il a aussi demandé l'immunité dans certains dossiers, notamment un dossier de trafic de bois précieux. Et donc c'est dans ce cadre-là, dans le cadre de tractations diplomatiques secrètes, que cette nationalité a été obtenue. Alors, est-ce qu'il est considéré encore comme président? Alors, c'est toujours la même chose. Si on s'en tient à cet article 42 du Code de nationalité, il ne peut plus avoir la nationalité malgache. Donc un président qui n'a pas la nationalité de son pays ne peut pas être techniquement président. Sauf que se pose toujours la question de la mise en œuvre de cet article, de l'immunité du président. Donc il y a tout un débat juridique qui doit être mené. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est encore dans ce buzz et dans cette polémique, parce qu'on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Est-ce qu'il va pouvoir se présenter à la présidentielle si elle a lieu cette année? Est-ce qu'il va présenter la même candidature que celle qu'il a présentée en 2018? Est-ce qu'il va, du coup, cette fois-ci, être transparent et dire qu'il a la double nationalité? Donc, c'est toutes ces questions qu'on se pose encore aujourd'hui. Merci beaucoup, Gaëlle Borgia, pour votre éclairage sur cette polémique à Madagascar. Vous le savez, depuis des décennies, la Guinée-Bissau est une plaque tournante de trafic de drogue, un commerce qui a de lourdes conséquences sociales pour ce petit pays. Selon l'Observatoire national des drogues, entre 30 à 40% des jeunes ont fait usage de drogues dures. La prise en charge de ces toxicomanes est quasi inexistante. À Bissau, un pasteur pentecôtiste prétend soigner les drogués grâce à la prière. Nos envoyés spéciaux Sarah Sako et Sam Bradpis ont visité ce centre et découvert les graves abus dont sont victimes les patients. Reportage.
Domingo Jté dirige ce qu'il présente comme l'un des rares centres de désintoxication du pays. Le pasteur pentecôtiste affirme avoir guéri de leur addiction des milliers de drogués par la seule prière. Il prétend aussi soigner les troubles mentaux. Tous ceux qui sont touchés par les démons, les drogues, l'alcool et le tabac, faites qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Les patients suspectés de vouloir s'enfuir ou de risquer une rechute sont tout simplement enchaînés. Cet homme a été interné dans le centre de force par son frère. Il vit terrorisé. J'ai peur de vous parler parce que le gardien est juste derrière moi. Il surveille. S'il m'entend, il me torturera après votre départ. Vous comprenez? Je n'en peux plus de souffrir de cette façon. Ils n'ont fait aucun test sanguin pour voir si j'avais des problèmes de santé. S'ils avaient fait des examens, au moins ils auraient pu me donner des médicaments. Les patients à qui nous avons pu parler affirment être régulièrement battus. Ce jeune homme, accusé d'avoir fumé, est brutalisé et conduit dans une cellule. Nous avons montré ces images à Mamadou Aliou Diallo, le responsable d'une ONG de santé publique à Bissau. Ce n'est pas acceptable, c'est très choquant quand on parle des droits humains et surtout envers les personnes qui ont besoin d'être prises en charge sur l'aspect médical mais aussi psychosocial. Nous avons interpellé le pasteur Domingo Jté sur les abus dont nous avons été témoins. Il assure réaliser un travail divin et justifie la mise en chaîne de ses patients par leur agressivité. Après avoir visionné nos images, le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies, de son côté, a appelé le gouvernement Bissau à l'ouverture d'une enquête. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité.